Bienvenue pour cette deuxième vidéo tutoriel de la présentation de mon logiciel Librid V3. Un logiciel, je vous l'ai dit, qui est 80% chinois, un open source non achevé, et j'ai terminé cet open source pour permettre un nouveau système hybride V3 extraordinaire. Ce logiciel reste malgré tout une monture chinoise, puisqu'il permet de cloner des voix chinois à partir d'un fichier PT ou PTH en fichier hybride. L'hybride V3, c'est mon système de fusion. Dans le premier tutoriel, je n'ai pas montré toute l'interface graphique. Une partie avait été cachée, je vais vous la montrer maintenant. Et puis, c'est important dans ce tutoriel de montrer comment on copie les liens d'exploration. Parce que d'un PC à un autre, c'est-à-dire de mon PC à votre PC, la copie des liens d'exploration n'est pas du tout la même. Puisque moi, mon PC porte mon nom, par exemple, et votre PC va porter votre nom. Donc ça change tous les liens de copie. Donc ici, j'explique dans ce tutoriel comment on copie les liens d'exploration pour justement que ça soit parfait, qu'il n'y a pas de bug. Mon logiciel a 0 bug, à condition, une fois qu'on clone, de ne pas toucher à l'explorateur. Pour éviter de toucher à l'explorateur Windows du système d'exploitation, j'ai aidé tout le système, ce qui évite de faire des bêtises. Nous lançons l'interface Cloning Voice par PT V3 Mark Harriman System. Vous me direz, nous tombons sur cette petite interface Windows System 32. Qu'est-ce que c'est exactement? On va approfondir. Le Windows System 32 sert pour Microsoft à réparer son ordinateur. C'est-à-dire que dans le système 32, tout est allégé, il n'y a pas de programme arrière-plan et parfois il n'y a même pas de son. Oui, dans le système 32, il n'y a même pas besoin de son en réalité, parce que le système 32 marche, le son marche sans son, c'est assez compliqué. Donc Microsoft, dans le système 32, a réussi, si vous voulez, à alléger sa machine de 80%. Donc j'utilise un allègement de la machine de 80% en utilisant donc mon système de clonage à partir du système 32. Nous pouvons découvrir certaines choses. Ici, je montre tout l'interface graphique parce que nous avons un localhost 9874. Il est important de ne pas faire de mise à jour du navigateur Google parce que j'utilise un open source, j'utilise les ressources de l'open source et Google pourrait interdire que j'utilise son open source de ressources. Et pour cela, il pourrait bloquer le localhost 9874 en bloquant la permission de connexion hors ligne, puisque ce logiciel marche sans Internet. Mais si on était bloqué par Google, puisque c'est son interface quand même, oui c'est l'interface Google, il pourrait bloquer le lien et alors mon logiciel ne marcherait plus, c'est-à-dire qu'il ne pourrait plus ouvrir le lien du localhost. Voilà pourquoi il est important dans mon logiciel de ne jamais se connecter à Internet. Donc vous mettez le mode avion ou vous bloquez votre réseau Internet. C'est pour éviter une mise à jour du navigateur, puisque ce navigateur n'est pas fait réellement pour marcher avec mon logiciel. J'utilise les ressources pour le faire marcher avec. Donc Google a quand même un droit en open source sur sa propriété de son navigateur. Mais mon logiciel, s'il était bloqué dans Google, pourrait heureusement s'ouvrir avec le navigateur Edge. Oui, ça a été prévu pour s'ouvrir avec Edge, et même le vieux explorateur Internet. Alors, comment s'ouvre mon logiciel si jamais un jour vous êtes bloqué par Google? Vous avez fait une erreur, vous êtes connecté à Internet, l'adresse locale est bloquée. Google a le droit dans son navigateur de bloquer des choses. Alors à ce moment-là, mon logiciel ne marcherait plus dans l'adresse locale. Pour qu'il puisse marcher, il faudrait désinstaller votre navigateur Google et installer le navigateur Edge. Et puis évidemment refaire la même chose, bloquer Internet. Parce que Edge aussi peut dans une certaine mesure bloquer l'adresse locale. En fait, tous les navigateurs open source, ce sont tous des open source, ont le droit de bloquer des liens
dans leur open source. C'est la raison pour laquelle, si Google vous bloque, vous désinstallez Google, vous pouvez essayer de réinstaller, ça peut marcher, ou alors vous installez Edge, un navigateur, ou alors tout simplement le vieux navigateur Internet, mais qui sera peut-être un petit peu plus lent. Donc là, que faut-il faire? Eh bien, il faudrait aller, vous n'auriez pas le choix, dans ce qu'on appelle le programme par défaut de votre navigateur et sélectionner un autre navigateur que Google si l'adresse locale était bloquée. L'adresse locale, c'est ce qui est en haut. Vous voyez, local 418.114. Ça peut être dans une certaine mesure bloqué en open source par Google, puisque j'utilise les ressources d'un open source. C'est légal de par la loi, mais vous savez comment sont les constructeurs de logiciels. Google pourrait dire oui, mais il utilise quand même mon interface graphique et ça je ne veux pas. Donc il pourrait me bloquer le local adresse et mon logiciel ne pourrait plus s'ouvrir. La page serait interdite d'ouverture. Mais il y a heureusement une solution quand ça arrive. Vous désinstallez Google et vous installez Edge. Et automatiquement mon logiciel reconnaît le navigateur Edge. Et si le navigateur Edge vous bloque, vous désinstallez Edge et vous réinstallez Google. Ou alors vous installez un autre navigateur et justement je vais faire des tests. Alors je vous explique, je vais faire des tests, c'est-à-dire en local et en test portable. Je vais essayer d'intégrer sur ce logiciel que vous voyez une version portable d'un navigateur peut-être asiatique, chinois ou japonais. Il y a un très bon navigateur japonais, il existe aussi d'autres navigateurs qui sont très très bons comme Epic ou Brave qui est un très très bon navigateur. Donc je vais faire des tests aujourd'hui, des tests qui sont de navigateurs portables et tenter d'inclure un navigateur portable de secours. Dans le cas où Google bloquerait vos liens, si vous êtes connecté à Internet, il peut bloquer les liens graphiques de son interface, mais qui est un open source, il n'a pas le droit de le faire, mais il peut le faire quand même s'il n'a pas le droit. Parce que l'open source, vous n'avez pas le droit de bloquer dans un open source ni les liens, ni le graphique, ni rien en fait. Parce que si vous voulez, Google, l'open source de son interface graphique est fait à partir d'autres open source. Donc il n'a légalement pas le droit de bloquer l'adresse locale. Mais il peut quand même le faire. Vous allez me dire, c'est quoi l'adresse locale? Eh bien, c'est tout mon logiciel qui est sur le disque dur que vous voyez là, qui sera donc sur votre disque dur un jour ou sur une clé USB ou autre. Et mon logiciel va s'ouvrir dans une adresse locale sans Internet. C'est un local host sans Internet, mais ça utilise un host Google pour, si vous voulez, faire une violation de son interface graphique et l'utiliser pour mes frais, mes soins personnels. Voilà, comme ça vous comprenez. Maintenant nous allons parler, puisque je vais mettre en place des navigateurs de secours, maintenant nous allons parler de mon interface que je n'ai pas montré dans le premier logiciel, j'ai pas tout montré. Vous avez découvert dans mon interface que c'était très intéressant parce qu'on avait accès donc à la reconnaissance vocale. Tout le monde a vu que je pouvais activer l'interface web d'annotation audio, d'ailleurs que je ne vous ai pas montré. L'interface d'annotation n'a pas été montrée. Je peux activer la reconnaissance vocale, on a vu, activer la réduction du bruit en temps de clonage direct, activer la segmentation vocale qui est une segmentation plus poussée que la première version PTH. C'est plus poussé puisque vous voyez qu'on a des valeurs complètement différentes. On peut choisir par exemple un seuil de segmentation inférieur à moins 34 décibels, ce qui est intéressant pour que les gens arrivent à comprendre. Je vous explique. Un son parfait de votre micro doit toujours être à moins 0,6 décibels. Si vous êtes à moins 0,6 décibels, vous avez un son qui est parfait au niveau de votre prise de son. Mais sur les micros de très haute qualité, c'est mieux de les mettre à moins 12. Et pour les films de cinéma, puisque je suis aussi ingénieur vidéo, généralement on place un microphone à moins 12 décibels pour avoir une qualité sonore parfaite à la prise de son de vos acteurs de cinéma. Donc quand vous avez un micro que vous enregistrez sur un plateau des acteurs quand ils parlent, placez toujours à moins 12 décibels leur microphone. Pourquoi? Parce que si un microphone est placé à moins 12 décibels, là nous sommes à moins 34 au niveau du seuil, et bien forcément si c'est moins 12 décibels, forcément si l'acteur
parle doucement, on va bien entendre sa voix. S'il parle fort, on va bien entendre sa voix, car de -12, elle va remonter progressivement à -6. Et s'il parle très fort et qu'il hurle, de -6, ça va remonter à 0. Mais après, si à 0, ça passe à +2, +4, +6, le son est pourri, saturé, et donc l'enregistrement est raté. Voilà pourquoi sur le seuil d'enregistrement, on place toujours tous les artistes à -12 décibels dans les studios de production, que ce soit les lives. Par exemple, si Gérard Depardieu s'enregistre avec Sophie Marceau sur un plateau, et qu'on me demande en tant qu'ingénieur du son, Marc Harriman, comment on va enregistrer Gérard Depardieu et Sophie Marceau, je vais vous dire attention, Gérard Depardieu il parle fort, parfois il hurle. Donc on va tenir compte que de temps en temps il change sa façon de parler car c'est un acteur de théâtre, et donc on va lui placer à Gérard Depardieu un seuil de -12 décibels pour qu'il y ait une belle remontée de 12 décibels dans le cas où il parle doucement, fort, qu'il hurle, qu'il crie. On doit tout prévoir. Et en fait, si vous placez votre seuil à -3 décibels comme beaucoup de jeunes font, ils mettent le son à -3, parfois même à 0, eh bien vous pouvez rien enregistrer. Dès que Sophie Marceau va gueuler dans le micro, tout sera saturé et tout sera faux. Donc, très important, un seuil de -12 décibels pour l'enregistrement des prises directes. Comme ça, vous avez appris quelque chose en ingénieur du son. Alors, l'interface graphique, je ne l'ai pas montré la dernière fois et enfin j'en parle un petit peu aujourd'hui. Ici, nous voyons que nous avons le 1GPT et le Sovist TTS. TTS, c'est le système de texte. Texte Sovist et GPT, clonage de voix. Grâce à ces deux systèmes, je peux parler dans toutes les langues qui existent derrière mon micro et en direct. Je peux parler en russe, je ne connais pas un mot de russe. Je peux parler en chinois, je ne connais pas un mot de chinois. Et toutes les langues, en fait. On peut absolument parler à la perfection. Mais vous allez me dire, alors, il y a des choses qu'on n'a pas vues dans l'hybride V3. Et maintenant, je vous parle un peu de la suite de mon interface. Vous voyez, on avait vu dans mon interface certaines choses comme le formatage de l'ensemble de l'entraînement. Le formatage n'est pas un entraînement comme le PTH, c'est un formatage avec un entraînement réuni. Toutes les données sont formatées ensemble, je vous en ai parlé, c'est-à-dire les données de segmentation et extraction caractéristiques du texte, les données audio, donc la voix clonée audio ou la voix clonée en texte. Et grâce aux deux, on peut donc tout faire, même parler dans toutes les langues. Et on pouvait activer l'extraction de tokens sémantiques, qui permet aussi de le faire sur toutes les langues. Thaïlandais, chinois, coréen, japonais et plein d'autres langues asiatiques. Il y a beaucoup de langues asiatiques. Et vous savez que les langues asiatiques sont composées de sémantiques, c'est très compliqué. Vous allez me dire c'est quoi? Eh bien, disons que la reconnaissance vocale Windows 10 a un petit peu de mal à capter les tokens ou les sémantiques d'une voix. Ça, c'est un petit peu compliqué. C'est pour ça qu'on fait une activation par extraction caractéristique. Cette extraction donc va être uniquement de cela dans un dossier, dans un cache, qui fait que la reconnaissance Windows pourra beaucoup mieux identifier les sémantiques si c'est uniquement les sémantiques qui sont extraits et qu'il n'y a pas toute la voix au milieu qui gêne. Donc à ce moment-là, la reconnaissance Windows de Microsoft aura beaucoup plus de facilité à identifier ce que je lui demande si j'ai séparé la voix des sémantiques. Vous allez me dire comment on fait? C'est une extraction caractéristique tout simplement. Donc c'est pas compliqué pour un ordinateur. Un ordinateur peut tout extraire d'une voix. Il peut extraire une fréquence vocale de 500 Hz, de 1 kg, on peut tout faire, de 1K pardon, et on peut tout faire, ça marche comme des égalisations, c'est à peu près la même chose, c'est quand même plus spécifique que ça, je vous rassure, c'est quand même plus compliqué. Mais disons que dans la forme spectrale, l'ordinateur peut spectralement tout diviser. Nous allons revenir sur la suite de ce tutoriel et comprendre mon logiciel V3 hybride. Comme vous voyez, dans l'interface, on peut, je vous ai expliqué, marquer le nom d'un modèle. Par exemple, ici, on peut marquer Xi Jinping. Vous voyez, Xi Jinping, qui est le président chinois.
que j'aime beaucoup d'ailleurs, je le trouve très gentil. Vous avez vu que l'information de la carte graphique est détectée CPU immédiatement, et ça en PTH, c'était pas détecté, c'était toujours marqué GPU. Et puis il y avait toujours marqué vous n'avez pas de GPU. Maintenant, ce problème est résolu. Le CPU est détecté dans l'information graphique. Alors comment le CPU a-t-il été détecté? Eh bien tout simplement par le switch automatisé de la carte graphique qui renvoie l'information directement dans mon logiciel. C'est une chose qui n'existait pas en PTH. Le CPU n'apparaissait pas dans la carte graphique et il y avait marqué GPU, vous n'en avez pas. Donc, à l'époque, sur le PTH, j'avais créé le système de switchage de votre carte graphique. Maintenant, il n'y a même plus besoin de la switcher, puisque l'information est directement envoyée, elle est switchée automatiquement. C'est un gain de temps, parce que comme c'est fait avant l'ouverture du logiciel, c'est beaucoup mieux switché. Il n'y avait pas de bug, remarquez. Mais bon, je préfère que ça soit comme ça, parce que comme ça, c'est directement inscrit. Et puis, on se dit, ah, il y a marqué CPU, ça peut prendre du CPU, donc ça soulage, parce qu'on sait que les gens... la plupart n'ont pas de GPU, ça coûte trop cher. Et puis c'est moins bon le GPU. Alors, ce qu'on n'a pas vu la dernière fois dans mon logiciel, c'est la suite de l'interface. On n'a pas vu l'inférence on n'a pas vu le 1C d'inférence d'interface, j'essaie de bien prononcer, et on n'a pas vu l'entraînement fine tuning. On n'a pas vu ça. Donc je clique sur 1B entraînement fine tuning. Donc nous y sommes et je vous parle maintenant de la suite de cette interface que vous n'avez pas vue. Vous avez vu que je ne vous l'ai pas présentée et c'est important de vous en parler. Sur cette interface, nous voyons qu'il y a le taille de l'eau par carte graphique. Effectivement, dans un ordinateur, beaucoup de gens ignorent que certains ordinateurs possèdent deux cartes graphiques. Une carte graphique par défaut, c'est la carte Intel, mais parfois Intel a une seconde carte graphique qu'il n'utilise pas. Et ici, je vais mettre le chiffre 2. Pourquoi je place le chiffre 2? Parce que sur pratiquement tous les ordinateurs, je dis bien pratiquement tous les ordinateurs, il existe en réalité deux cartes graphiques, dont une qui est non accessible aux utilisateurs. Ça veut dire qu'il y a une carte graphique cachée dans votre ordinateur, une carte graphique secrète, dont vous n'avez pas le droit d'utiliser. Et dans mon logiciel, nous pouvons utiliser toutes les cartes graphiques qui seraient détectées. Donc, nous voyons que, on voit qu'il en a détecté 3. On voit qu'il existe 3 cartes graphiques dans mon logiciel. Il en a détecté 3, et pourtant, par défaut, Intel m'en donne qu'une seule. Donc par défaut, le fabricant me donne une carte graphique par lot, alors qu'en réalité, l'ordinateur que j'ai acheté est quand même assez puissant. C'est quand même donc un Acer, et d'ailleurs je précise celui-là que je n'ai pas acheté, puisque ça c'est un ordinateur que j'ai gagné en réparant un ordinateur de la sécurité, puisque des fois je répare des ordinateurs pour la sécurité et même le monde militaire. Et oui, je sais réparer des ordinateurs. Donc en fait, cet ordinateur-là, je l'avais gagné en réparant un ordinateur plus puissant. Mais on voit que Intel possède ici, dans son lot, 3 systèmes. Pourtant, par défaut, il n'y en a qu'un seul qui est utilisé. Donc je vais mettre 2 et je ne mets pas 3 parce que je veux garder une sécurité d'1. Si j'ai besoin, par exemple, d'un démarrage de secours. Imaginons un bug. Bien que dans mon logiciel, il n'y en a pas. C'est 0 bug. Vous allez me dire, alors là on découvre, c'est vrai, l'interface graphique de l'hybride V3. Alors là c'est très intéressant. Ça veut dire quoi tout ça, tout ce charabia qu'on ne comprend pas? On voit que tout ici a été coché. On peut décocher les informations, regardez. Mais je vais recocher toutes les informations et on va voir en détail ce que signifie cette interface. Vous savez que l'hybride V3 est un logiciel qui permet de parler dans toutes les langues sans avoir appris une seule langue. Pour cela, c'est très simple. Le son audio de ma langue française est coupé en sortie et va être remplacé par ma voix qui va avoir un clonage. Pour que ma voix on puisse l'identifier dans toutes les langues, elle doit d'abord être clonée. Et après, avec le fichier texte plus le fichier clonage, je vais parler dans toutes les langues avec ma réelle voix.
Pour cela, bien sûr, l'ordinateur a besoin malgré tout de cloner une fois ma voix, parce que sinon ma voix ne pourra pas parler en russe, en chinois, en japonais, je ne pourrai pas. Parce que si je ne clone pas ma voix au préalable, elle ne pourra pas fusionner avec le fichier texte. Et donc je vais me retrouver, si je ne clonais pas ma voix, à parler comme je le fais ici, mais si vous me demandez ici de parler russe, je ne vais pas pouvoir. Je n'ai pas appris la langue russe. Mais si vous me demandez de parler russe, alors que ma voix a été clonée et fusionnée avec un fichier texte, eh bien je vais pouvoir parler dans toutes les langues. Donc c'est quand même très utile. Surtout parler en chinois quand on sait la difficulté de la langue chinoise, qu'il faut 20 ans quand même pour l'apprendre. Vous allez me dire, plus besoin d'apprendre aucune langue. Non, vous n'avez plus besoin d'apprendre aucune langue, vous avez besoin que d'une caméra, malgré tout de cloner votre voix, et puis de cloner votre voix aussi en fichier texte. Il doit y avoir 2 clonages pétés. Et oui, vous avez besoin de votre voix dans 2 versions de clonage. Et justement, nous sommes sur l'interface des 2 versions de clonage. Voyons ça ensemble. La version GPT, donc c'est la version GPT veut dire en anglais giant, ça veut dire géant en français, PT veut dire un fichier PT. Le PT est un fichier inventé par les Chinois en open source. Le fichier PT présente la caractéristique de pouvoir cloner des voix chinoises à la perfection ou des voix asiatiques. Toutes les voix d'Asie, on peut aussi cloner avec un fichier PT des voix européennes. Ça pose aucun problème. Mais disons que la reconnaissance Windows de Microsoft a des difficultés sur les langues asiatiques, les langues hébreux, les langues arabes et plein d'autres langues. Microsoft a créé la reconnaissance vocale, mais son problème de reconnaissance vocale, c'est qu'il a des petites difficultés sur les langues qui usent notamment du sémantique. Notamment, mon logiciel va décomposer dans votre langue certaines caractéristiques. Et en décomposant les caractéristiques, l'interface Microsoft de reconnaissance vocale va avoir 1000 fois plus de facilité à identifier uniquement des caractéristiques, plutôt qu'identifier tout le système de voix. Mais bien sûr, pour cloner une voix, si nous séparons, si vous voulez dans le clonage, si nous séparons plusieurs choses, nous les séparons. Donc le clonage est individuel par étage de séparation, si vous préférez. Il y a des étages de séparation, mais en réalité tout est cloné, même votre voix. Mais dans les étages de séparation, il y a le premier étage qui est les sémantiques des voix chinoises, qui va être totalement séparé pour permettre à Microsoft, c'est-à-dire la reconnaissance vocale, d'identifier parfaitement les sémantiques. Voilà, comme ça vous avez compris. Donc mon système de clonage fonctionne par séparation d'étages. Comme ça, vous comprenez, sinon vous n'allez rien comprendre. Donc vous allez me dire, si on clone une voix chinoise, il y a une séparation d'étages, c'est-à-dire, eh bien, il y a 3 étages de séparation. Comme on l'a vu, nous allons revenir ici, je remonte l'interface pour vous montrer, nous allons revenir ici sur l'outil de séparation, nous avons vu qu'il y a plusieurs étages, regardez bien. Et étage de séparation de la réduction du bruit de fond en temps de clonage direct, activer la reconnaissance vocale, activer la notation audio. Donc, et activer la segmentation vocale. Nous voyons qu'il y a en tout que 3 étages, puisque l'interface d'annotation audio n'est pas considérée comme un véritable étage. C'est une annotation. Donc il y a 3 étages réels. Mais ici, dans le mode entraînement, fine tuning, qu'on n'a pas vu ensemble la dernière fois, c'est pour ça que je continue ce tutoriel. Nous voyons qu'il y a 2 systèmes d'entraînement, et ça c'est inédit parce que dans la version PTH, ça n'existait pas. Dans la version PTH, c'est-à-dire mon autre logiciel, il n'y avait que l'entraînement de votre voix. Vous vous souvenez, on appuyait sur un bouton, entraîner votre voix. Mais là, regardez bien l'interface, elle est différente, regardez bien. Il y a activer l'entraînement Sovitz ou activer l'entraînement GPT, donc Giant PT. Mais vous pouvez aussi activer les 2 entraînements ensemble. Seulement le problème, c'est que hier, j'ai activé les 2 entraînements ensemble. Et en plus, j'ai utilisé un fichier très long. Donc, je me suis retrouvé avec une époche de 2h35.
et ça n'aurait jamais dû arriver. Et en fait, j'ai découvert, parce que je teste mon logiciel, parce qu'il y a des choses que je vais découvrir, c'est comme ça qu'on on découvre s'il y a des erreurs, des bugs ou des problèmes. J'ai rencontré un seul problème, c'est que si j'active les 2 entraînements en même temps, mon époche va durer au moins 2 heures. Et c'est pas le but. Donc, ce qu'il est préférable, c'est d'abord cloner votre voix en GPT, et quand le clonage est terminé, de toute façon va apparaître dans le processus de sortie le fichier de clonage qui sera un fichier PT. Et dans l'autre version, c'était un PTH. Donc en Sovit, c'est quoi activer l'entraînement Sovit? C'est le fichier texte, puisque votre voix doit être clonée en fichier texte et en fichier vocal. Grâce à ces 2 fichiers, j'arrive avec ce logiciel à parler dans toutes les langues sans jamais avoir appris une seule langue que la mienne, le français. Mais ça peut être pratique parce que la langue chinoise, par exemple, est une langue très complexe. Vous allez avoir besoin de 20 ans pour l'apprendre. Et grâce au Translate Google, du fichier texte, et grâce au clonage de ma voix, je peux parler dans toutes les langues. Mais attention, il peut y avoir malgré tout des erreurs, car nous savons que Google Translate est capable d'erreurs, surtout dans les langues asiatiques. Donc, on doit user ce qu'on appelle dans la langue d'un niveau standard de langue, de ne pas choisir des choses trop compliquées non plus. Mais disons, Google arrive à bien traduire le chinois à 80% à peu près. Mais il y a des choses qu'il a du mal. Mais ça, c'est l'expérience. Vous pouvez après vous entraîner sur le Translate Google et entrer des phrases entières pour voir justement ce qui est bien traduit et apprendre l'expérience de traduction. Je vous conseille parce que ça vous aidera à utiliser des mots dans votre voix qui soient mieux traduits dans d'autres langues. Bon, on a compris cela. Alors nous revenons sur le taille de l'eau par carte graphique. Je peux aller jusqu'à 3 sur mon Intel. Par défaut, j'étais à 1, je choisis 2. Ici, nous voyons que nous avons des époches d'entraînement, et en français, c'est traduit par époque. Mais en fait, je ferai un petit correctif. J'ai choisi époque, mais je ferai un petit correctif. Je préfère époche d'entraînement. Et vous voyez ici, dans mon interface, je vais encore modifier des choses. Oui, parce que si on traduit en français certaines choses, c'est dommage parce que si je traduis en français le mot époche par époque, on peut ne pas bien comprendre. Alors, vous allez me dire pourquoi y a-t-il marqué 8 époches? C'est pas beaucoup. Oui, j'ai constaté dans la version précédente en PTH que si on clone trop d'époches en même temps, vous perdez de la qualité audio. Et oui, vous perdez de la qualité de votre clonage. Et ça, vous voyez, c'est dit nulle part. Alors des fois, j'entends des jeunes qui disent « Moi, j'ai fait un clonage en 600 époches. » Je vous dis « Stop ». Le savez-vous que si vous faites un clonage en 600 époches en GPU, ça va être moins bon que 50 époches en CPU. Le CPU est plus fort. Mais il sera encore beaucoup plus fort, votre CPU, si jamais vous faites des entraînements très courts, de 8 époches seulement. La taille parfaite, j'ai défini que c'était 8 époches. C'est la taille absolument parfaite d'entraînement. Tous les 8 époches, c'est préférable de faire une petite pause d'entraînement d'environ 10 minutes. Vous reposez votre ordinateur 10 minutes, c'est préférable. Et vous continuez après l'entraînement. J'ai constaté qu'à 8 époches d'entraînement, le son est vraiment impeccable. Avec mon logiciel qui est ici, l'hybride V3 avec 12 époches, l'entraînement est terminé. Mais l'entraînement est un petit peu plus long sur le système hybride V3 parce qu'on peut entraîner le système Sovit Text et la voix clonée Giant PT. Donc attention, si vous utilisez les deux en même temps, on peut le faire. Mon logiciel est un Fusion hybride V3, donc je vous l'ai expliqué, c'est un fusion. Ça veut dire que vous avez le droit d'utiliser les deux en même temps, puisque mon logiciel utilise la fusion d'entraînement double. C'est évidemment le secret de mon logiciel, la fusion par entraînement double. Donc on peut choisir activer l'entraînement Sovit et aussi activer l'entraînement Giant PT, tout en même temps, puisqu'on peut fusionner les choses. C'est pas interdit. Alors, évidemment, vous choisissez une taille de lot de 2 et vous choisissez un nombre des poches de 8, c'est parfait.
Si votre carte graphique, le 2, il y a un problème de taille de lot, c'est pas grave, vous revenez par défaut au 1. Parce que quoi qu'il arrive, toutes les cartes graphiques du monde entier, de tous les ordinateurs, auront minimum une taille de lot de 1. Mais en réalité, c'est important de savoir qu'une carte graphique, même si elle n'est pas très puissante de votre ordinateur, une carte graphique CPU qui peut ne pas être très puissante, peut posséder jusqu'à 3 lots cachés dans la carte, même si elle n'est pas très forte. Par défaut, votre ordinateur va utiliser un seul lot par défaut. C'est comme ça pour presque tous les ordinateurs du monde entier. Donc n'hésitez pas à mettre le maximum, un 3 lots, c'est-à-dire le maximum, parce que si jamais votre ordinateur cache dans votre carte graphique de la puissance qui est verrouillée, vous allez déverrouiller les lots, puisque mon logiciel fonctionne avec un déverrouillage de votre carte graphique. Autant profiter un peu de la puissance de votre ordinateur. Donc je vous conseille de mettre par 2, c'est parfait, mais vous pouvez mettre jusqu'à 3, c'est parfait. 8 et poche, j'ai constaté que c'est parfait. Ici, nous avons une fréquence de sauvegarde de 4. Nous pouvons descendre la fréquence. Alors, très important, plus les époches sont longues. Imaginons par exemple des époches de 2 heures. Si les époches font 2 heures et que vous faites une sauvegarde tous les 4 époches, c'est pas trop bon. Parce que ça va faire une seule sauvegarde tous les 8 heures. Et au bout de 8 heures, votre ordinateur sera sans doute saturé au niveau des données cache, il en aura beaucoup trop dans sa mémoire et il ne va pas pouvoir charger le fichier final, il va indiquer une erreur qui est naturelle. Cette erreur va être indiquée parce que vos ordinateurs ne sont pas aussi puissants que vous le croyez. Donc par sécurité, la fréquence des poches idéale serait 2 pour 8. C'est important d'utiliser un chiffre pair sur pair. 8 époches, 2. Je vous explique pourquoi. 2, 4, 6, 8. Nous avons 4 sauvegardes. Si je choisis le chiffre 3, je vais évidemment rater ma sauvegarde. 3, 6, 9. Donc là, je rate car nous sommes à 8 époches. Je vais devoir mettre un 9. 3, 6, 9. C'est correct. Si vous utilisez une sauvegarde de chiffre impair, vous devez être ici en chiffre impair dans vos époches. Un exemple. 15 époches. 15 époches, je mets un 1. Ça va faire 15 sauvegardes. Si je mets un 2, ça va faire la moitié de 15 sauvegardes. Ça va faire un 7. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. J'ai 7 sauvegardes. Mais vous allez me dire, ah, 14, mais il n'y a pas de sauvegarde, parce qu'à 15, on ne peut pas faire une sauvegarde, il manque un 1. Effectivement, si vous faites une sauvegarde tous les deux, vous devez mettre un 16. Un chiffre pair. Pair, pair sauvegarde. Impair, impair sauvegarde. Donc on va essayer ici un impair, et là vous devez quand même savoir compter. 3, 6, 9, 12, 15 et 18. Donc je dois ajouter une époche. 18. 3, 6, 9, 12, 15, 18. 6 sauvegardes. Donc vous devez quand même savoir compter un minimum. Donc 8, on peut faire une sauvegarde de 2. C'est parfait. Donc, vous aurez 4 sauvegardes. Vous allez me dire, mais si je veux faire une sauvegarde tous les 5 époches. Alors, si vous voulez faire une sauvegarde tous les 5 époches, on voit que le 8, eh bien, ne pourra pas établir la sauvegarde entre 6 et 8. 5 et 5, ça fait 10. Donc, vous devez mettre ici 10. Une sauvegarde tous les 5 époches. 2 sauvegardes, ça fait 10. 5 et 5, 10. C'est très important de savoir ça, c'est pas très compliqué. Si vous mettez 2 ici, vous pouvez mettre
le chiffre 8. 2, 4, 6, 8. Vous voyez, c'est très simple. Vous devez quand même savoir compter au moins sur vos doigts jusqu'à 10. C'est tout. C'est pas bien compliqué. Un enfant de 5 ans est capable quand même de ce genre de mathématiques. Vous allez me dire, ici nous avons le poids du taux d'apprentissage. Est-ce important l'apprentissage du module de texte? Oui, c'est très important puisque c'est l'activation du Solvit Text. Vous allez donc créer un entraînement de module de texte et vous pouvez choisir le poids de l'apprentissage. On peut aller jusqu'à 0,6. L'idéal, c'est le poids d'apprentissage de 0,4. Pourquoi? Parce que c'est le poids d'apprentissage par défaut de toutes les voix humaines, qu'elles soient asiatiques, américaines, japonaises, anglaises. Par défaut, c'est toujours un 0,4 pour tous les êtres humains, même hommes ou femmes ou enfants. Donc, utilisez toujours un poids d'apprentissage par défaut de 0,4 parce que vous êtes certain de jamais avoir de problème. Donc, vous avez compris la fréquence de sauvegarde, compris le nombre des poches. Donc, court, vous voyez, il y a marqué « pas recommandé trop élevé ». Donc, dépassez pas les 5 époches. Vous pouvez éventuellement faire 10 époches si vous utilisez un son très petit qui ferait que quelques secondes. Parce que vous pouvez avec mon logiciel cloner une voix avec 7 secondes d'audio. Mais si vous voulez beaucoup de caractéristiques d'une voix, utilisez au moins 1 minute. Vous pouvez utiliser un peu plus d'1 minute d'ailleurs, je le précise. Mais disons qu'à 1 minute, la voix est parfaitement clonée. Mais si vous voulez une voix très caractéristique, vous pouvez utiliser même 3 minutes d'audio, ça pose aucun problème. Mais ce logiciel a la particularité de cloner une voix même avec 7 secondes d'audio. Vous voyez, ça c'est la particularité par rapport au PTH qui ne pouvait pas le faire. Le PTH en 14 secondes avait beaucoup de problèmes. J'avais réussi un clonage mais avec des défauts. Donc on était en PTH obligé d'avoir un minimum de 1 minute 47. C'est plus le problème avec ce logiciel, donc qui peut résoudre beaucoup de problèmes. Alors on récapitule. Vous avez un entraînement ici. Activez l'entraînement Solvit qui sera l'entraînement du texte ici. Il y a marqué ici que le GPU est 0. Mais vous savez que l'ordinateur prend le CPU. Et le GPU cache aussi de votre carte Intel et même des GPU si vous en avez. Donc, vous pouvez aussi conserver le fichier pour économiser de l'espace disque. Vous pouvez conserver simplement le dernier fichier de clonage. Ici, nous voyons que c'est activé. Donc, ça veut dire que tous les 2 époches va se créer une sauvegarde, mais qu'à la 8e époche, si c'est réussi, s'il n'y a pas d'échec, il n'y aura que la sauvegarde de la 8e époche. Et toutes les autres seront automatiquement supprimées pour faire de l'espace dans votre disque dur. Ça peut quand même être agréable. Donc ici, je l'ai activé, mais on peut le désactiver. Le sauvegarde du petit modèle, alors il s'appelle le petit modèle, mais c'est quand même un modèle finalisé très puissant qui n'est pas petit. Et il est dans le sauvegarde de dossier veille, qui est toujours un dossier par défaut. Donc il y aura donc dans l'explorateur, et il y a, puisque je l'ai intégré dans mon logiciel, il y a, vous avez vu, plusieurs boutons d'exploration. Des explorations, vous avez vu Solvit et GPT. L'entraînement du processus de sortie est indiqué et apparaît évidemment dans la CMD noire qui vous indique les époches, le temps par époche. Bon, ce que vous faites, vous allez dormir et vous laissez toute la nuit l'ordinateur travailler. Toute la nuit. Bien que, attention, si vous clonez une voix en 14 secondes, votre ordinateur ne va pas mettre beaucoup de temps. Hein. Ça va mettre peut-être 2 heures, et peut-être même pas. Donc vous allez me dire, on a compris, le Solvit c'est le fichier texte. Donc ça vous permet de cloner votre voix en fichier texte. Vous allez me dire, mais quelle est l'utilité de faire cela? Alors, première utilité, si votre voix est clonée en fichier texte, vous pouvez après parler, en activant votre voix audio et le fichier texte, parler dans toutes les langues. Je suis l'inventeur d'un système qui vous permet de parler en russe, en chinois, en japonais. Vous pouvez parler en direct dans toutes les langues sur la Terre. Mais si vous faites un entraînement uniquement en fichier texte, vous allez me dire, on peut faire un entraînement uniquement de cela, et ça servirait à quoi? Eh bien, ça servirait à cloner votre voix
en fichier texte, comme Microsoft le fait pour Cortana. Cortana est un fichier texte cloné. Vous savez qu'il existe des logiciels où vous écrivez des choses dans un fichier texte et on vous propose des modèles de voix américaines, tout ça. Donc là, vous pouvez cloner votre propre voix ou celle de qui vous voulez, et après vous allez écrire un texte et la voix va parler le texte. Ça peut être très intéressant, par exemple, si vous avez des difficultés à parler. Vous bégayez, par exemple. Imagine quelqu'un qui bégaye. Il va cloner sa voix et la voix ne va pas bégayer. Et une fois qu'elle est clonée, si elle est clonée uniquement en fichier texte, vous pouvez écrire tous les fichiers texte et votre voix n'aura jamais de bégaiement. Et si vous écrivez des fichiers texte, vous pouvez aussi parler dans toutes les langues uniquement en écrivant le texte. À ce moment-là, vous n'avez pas besoin de micro. Le micro devient inutile. Alors vous allez me dire, si je fais un entraînement uniquement en saut-vite, j'ai même pas besoin de mon microphone. Et non, si vous faites un entraînement uniquement en saut-vite, votre voix va être clonée en fichier texte, et donc vous allez écrire sur un logiciel, il y en a plein, il y a Balboa, enfin il y en a plein, et vous allez écrire un fichier texte, vous allez entrer votre fichier saut-vite, et votre voix va parler le texte que vous écrivez. Donc il n'y a même pas besoin de microphone. Et le son sera même meilleur qu'un micro, puisque c'est un son source direct, qui aura donc ce qu'on appelle une prise de son parfaite. Surtout si vous n'avez pas de bon microphone. C'est quand même la solution. Et puis c'est la solution aussi si vous ne voulez pas vous filmer devant votre caméra, ou si vous ne voulez pas parler dans un micro, vous êtes timide. Dans ce cas-là, c'est pas mal d'utiliser uniquement le système saut-vite. Il y a des gens qui sont timides, incapables de parler derrière un micro. Il y a des gens qui sont si timides, vous leur mettez un micro, ils disent non, moi je peux pas. J'ai rencontré ce genre de personnes parce que je donne des cours de chant à des élèves. Et il y a plein de gens, ils n'arrivent pas à tenir un micro, ils sont incapables de parler. Ils disent ah non, j'arrive pas à parler. Ils sont d'une timidité, ils perdent tous leurs moyens. Donc, grâce à ce système-là, vous pouvez utiliser uniquement l'entraînement saut-vite. Votre voix va être clonée alors uniquement au système texte, et vous pouvez par exemple la voix de Sophie Marceau la cloner, et puis vous écrivez tous les textes que vous voulez, et c'est Sophie qui parlera. Ça peut être pratique. Alors ça peut être pratique pour plein de choses. Alors vous allez me dire, mais est-ce que c'est aussi précis qu'une vraie voix? Non, évidemment. Un fichier texte, s'il est uniquement en texte, sera pas exactement aussi précis que si vous utilisez les deux modes d'entraînement. Ce sera pas oui, parce que les deux modes vont avoir plus de caractéristiques. Une voix peut jouer la comédie. Une voix peut être... Imaginons votre voix, vous pouvez jouer la comédie. Vous êtes dans un théâtre, vous êtes Gérard Depardieu, vous allez jouer la comédie. Et là, évidemment, si vous clonez votre voix en style comédie, eh bien le clonage final, ça va être un style comédie. Et vous allez me dire, alors là, je comprends pas trop. Eh bien, le clonage de votre voix dépend de votre style. Vous pouvez décider un style très sérieux, un style genre un ton policier très sévère. Votre voix en clonage de sortie, ça va être un fichier PT ou PTH très sévère. Si c'est si vous jouez la comédie comme Gérard Depardieu, Sophie Marceau, Pierre Richard, si vous jouez un peu la comédie, tout ça, votre fichier de clonage va sortir en style comédie. C'est-à-dire que quand vous allez après parler avec la voix de qui vous voulez, ça peut être Pierre Richard, qui vous voulez, forcément. Si vous avez cloné le style de la personne, par exemple si c'était Pierre Richard, et que vous avez cloné sa voix alors qu'il jouait une pièce de théâtre, forcément il va avoir un ton de comédien, qu'il n'aura absolument pas si Pierre parle d'une façon normale. Moi j'ai tendance à faire deux clonages. Pour Gérard Philippe, j'ai cloné sa voix en style de comédien et j'ai cloné sa voix en style normal, qui n'est pas du tout la même voix. Parce qu'en style normal, il a une voix extrêmement posée. Bon, vous avez compris ce que c'est que l'entraînement saut-vite. Vous allez me dire, mais alors qu'est-ce que c'est que l'entraînement GPT? Alors, vous avez remarqué qu'il y a des époches et que là, on est en 15. Et regardez, en haut, on n'est qu'en 8. Alors pourquoi en fichier texte, par défaut c'est 8? Et pourquoi en fichier vocal, c'est-à-dire votre voix microphone, par défaut c'est 15? Eh bien parce que le logiciel a plus de facilité
à créer un système à partir de votre voix microphone. Donc vous pouvez étendre à 15 époches. Ça pose aucun problème, c'est un très bon système par défaut. Vous pouvez activer le système d'option expérimental DPO. Et là, vous allez me dire, alors là, il y a encore un autre mode d'entraînement. Il y a le Sovitz, il y a le GPT et il y a l'expérimental DPO. C'est quoi? L'expérimental DPO, c'est un système que j'ai mis au point qui va permettre un clonage de voix beaucoup plus précis. Seulement, qui dit expérimental dit un temps de clonage un petit peu plus long. Mais dans ce système expérimental qui va être légèrement plus long, vous allez avoir un finalisé légèrement meilleur. Enfin, quand je dis légèrement meilleur, ça peut être même énormément mieux en fait. Sinon, ça n'existerait pas. Donc, vous pouvez activer l'option d'entraînement DPO. Je vous conseille d'essayer, car un jour, mon logiciel sera sans doute public. Pour le moment, il est expérimental, donc pas de version publique pour le moment. Mais ça va venir, je vous montre déjà comment il marche. Donc, vous allez me dire, bon, super, le DPO, c'est intéressant. Alors, vous allez me dire, là, par contre, nous sommes à 5 de sauvegarde. Alors que, dans la fréquence de sauvegarde en entraînement Sovitz, nous sommes qu'à 2. Comme je vous l'ai expliqué, l'entraînement par texte, c'est mieux de mettre 2 en sauvegarde. Et l'entraînement par voix, c'est mieux de mettre un 5 sur 15. C'est des programmes par défaut que j'ai établis qui me semblent meilleurs et qui n'ont pas de bug. On est en 0 bug absolu. Donc, évitez de faire les imbéciles et vous pouvez essayer de faire les idiots quand vous prenez un peu d'expérience. En cas de bug, si ça arrive, il suffit de fermer toute l'interface. Et ça débug tout de toute façon puisqu'il y a un débugage intégré de fermeture d'interface. Bon, alors vous allez me dire, super, mais imaginons que je veux activer l'entraînement Sovitz, activer l'entraînement GPT et activer en option l'entraînement DPO. Est-ce que je peux le faire? En principe, oui, si votre ordinateur n'a pas de problème graphique. En principe, oui, je dis bien en principe. Mais vous devez être conscient que plus vous utilisez d'entraînement simultané et de fusion, puisque là on est en 3 fusions, c'est la raison pour laquelle mon logiciel s'appelle l'hybride V3. Entraînement 1, entraînement V2, entraînement DPO expérimental V3. Nous sommes en hybride V3. Voilà pourquoi mon logiciel porte le nom de hybride V3, car il possède 3 entraînements simultanés ensemble. C'est-à-dire, tout peut se faire ensemble. Donc c'est un hybride V3. Mais vous pouvez décider de décocher cette case, ou vous pouvez entraîner séparément le système. C'est à vous de voir. Moi, hier, j'ai entraîné en hybride Sovitz et GPT, un fichier audio de 2 minutes. J'ai une époche de 2h30. J'étais très ennuyé parce que je me suis dit, c'est long. Et puis après, je me suis dit, mais non, j'ai utilisé un fichier beaucoup trop long. Par contre, j'ai utilisé un fichier de langue chinoise. J'ai cloné une voix chinoise. Bon, parfaitement. C'est parfait. Le gars, avec ses 2 minutes d'audio, je l'ai cloné, je peux même parler exactement avec sa voix. Donc c'est parfait. Alors vous allez me dire, mais bon, c'est bien le chinois, tout ça, mais vous allez me dire, moi je suis européen, ça m'intéresse peut-être pas le chinois. Alors si ça vous intéresse pas, le Sovitz est valable aussi pour des langues européennes. Bah oui, Sophie Marceau parle pas chinois, hein, mais elle a un petit côté d'accent, donc faut pas trop vous inquiéter. À ce moment-là, vous ne devez pas vous inquiéter. À ce moment-là, les caractéristiques ne seront pas des sémantiques, ça sera d'autres caractéristiques qui seront de toute façon reconnues par mon système. Voilà, nous y voyons beaucoup plus clair. Alors, vous allez me dire, et enfin, on a le IC inférence. Alors, vous allez me dire, c'est quoi le IC d'inférence? Alors, on peut choisir le modèle entraîné, qui est stocké ou Sovitz
vous avez vu que dans mon logiciel, il y avait des boutons dans l'interface de présentation, des boutons Sovitz et des boutons GPT. Hein, donc par défaut, vous pouvez donc aller chercher votre modèle. Le modèle de base pour l'expérience du TTS 0 shoot de 5 secondes. Oui, parce que dans mon logiciel, vous pouvez cloner une voix, j'en ai pas trop parlé, aussi en expérience 5 secondes. Donc vous allez me dire, une voix clonée en 5 secondes, ça marche. Oui, dans une certaine mesure, ça marche, surtout pour les fichiers texte. Parce que les fichiers texte n'ont pas besoin de beaucoup d'expressions. Et vous avez remarqué que Microsoft utilise des voix texte. Vous devez connaître cela. Vous avez dû voir parfois sur YouTube des vidéos où des gens parlent. C'est des voix informatisées. Et ces voix ont été clonées à partir de sessions très courtes. Donc si c'est une voix clonée en texte, votre voix, vous pouvez faire un clonage de 5 secondes. Parce qu'en fichier texte, elle n'aura pas besoin de beaucoup d'expressions. Vous aurez un petit côté robotique. Plus c'est court, plus il y a un petit côté robotique. Mais pas malgré tout dans la prononciation ou le parler. Ce sera parfait. Mais un petit côté, un petit peu presque saccadé. Vous voyez, un petit côté sans beaucoup de caractéristiques. Mais vous pouvez cloner quand même une voix en 5 secondes. Alors vous allez me dire, c'est quoi activer la version d'interférence parallèle? Alors, c'est un petit peu compliqué, je ne vais pas pouvoir vous expliquer ça ici, mais disons que dans l'hybride V3, vous avez remarqué qu'il y a des systèmes parallèles. On l'a vu avec le Sovit, le GPT et l'entraînement en DPO. Donc il y a évidemment des systèmes parallèles. Hein, l'entraînement en DPO, on l'a vu. Donc, malgré tout, ces parallèles, si vous voulez, ces parallèles sont que vous pouvez évidemment choisir. Vous pouvez actualiser le chemin d'un modèle, vous pouvez activer l'interface web d'inférence TTS. Donc si je clique activer l'interface, donc le compte à rebours a commencé. Voilà, vous voyez interface d'interférence TTS activée. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il y a marqué le mot web? C'est volontaire, parce que j'utilise dans Google le translate web hors connexion. Donc on utilise le mot web, puisque le TTS c'est le texte. Donc vous voyez, ça a été activé, il n'y a pas de souci. Seulement, on va m'indiquer un message d'erreur, parce que j'active quelque chose que je ne vais pas utiliser. Je peux actualiser le chemin. Si j'actualise le chemin, je vois ici des listes. Vous voyez, j'ai toutes les listes des modèles. J'ai le modèle check. Le modèle check, c'est le modèle qui est pré-entraîné et nous pouvons même le sélectionner. J'ai le modèle GPT final, c'est le modèle que vous allez créer. J'ai le modèle de pré-entraînement de base. Vous voyez, époche 68. Nous avons des époches 12, époche 68. Voilà. Donc, vous pouvez utiliser dans votre fichier texte votre propre modèle d'entraînement. S'il s'appelle Sophie Marceau, évidemment, il y aura le nom Sophie Marceau. Et oui, vous avez quand même besoin d'actualiser les chemins du modèle. Si vous allez créer un modèle Sophie Marceau, un modèle de voix clonée uniquement pour le texte, automatiquement, quand vous allez actualiser le chemin du modèle, vous avez juste un clic à faire et va apparaître le nom de Sophie Marceau. Vous pourrez donc sélectionner votre clonage. Et oui, parce que sinon, comment on va faire? Donc, voilà à quoi sert la version d'interférence parallèle. Donc, ici, je vais fermer l'interface. Donc, ça, c'est ce qui est nouveau dans mon logiciel. Nous pouvons fermer les interfaces. Vous voyez, interface TTS fermée. Et ça, c'est quand même pratique. On a évidemment la possibilité du V3 ou du V1. Alors vous allez me dire c'est un peu compliqué. Non, le V1 utilisera un PTH, le V2 utilisera le système PTH avec fusion des Sovit et des GPT Giant PT. Le système V3 est beaucoup plus complexe, il utilisera des formules de fusion entre divers systèmes de clonage. C'est pas très compliqué, on pourrait entrer pendant 1 heure à vous expliquer tout en détail, mais ça ne servirait à rien.
puisque c'est inutile dans un logiciel de faire des choses trop compliquées. Je ne vais pas commencer à vous sortir les lignes de code et tout vous expliquer. Mais on remarque que le CPU est détecté. Vous voyez, 0 CPU, détecté en V3, 0 CPU détecté en V2 et 0 CPU détecté en V1. Donc nous avons vu ça, je vais fermer l'interface graphique. Et nous voyons interface TTS processus terminé. Vous voyez, c'est quand même préférable de fermer le processus, ça va empêcher qu'il y ait des messages d'erreur. Vous avez vu que hier, il y avait des messages d'erreur parce que j'ai ouvert des interfaces et je ne les ai pas fermées. Et si je ne ferme pas une interface, on va m'indiquer une erreur. Là, j'ai fermé le processus, on marque processus terminé, il n'y a pas d'erreur. Je peux donc fermer tous les processus. C'est tout de même mieux quand vous ouvrez quelque chose de le fermer. Mais heureusement, dans mon logiciel est prévu un mode de secours. Si vous avez oublié un processus, ne vous inquiétez pas, vous cliquez sur la petite croix rouge et ça va forcer l'arrêt. Voilà, vous avez compris. Alors, vous allez me dire, c'est quoi l'explorateur de liens? Alors, nous en arrivons maintenant à l'explorateur de liens qui est important. L'explorateur de liens va permettre d'avoir accès à tout le logiciel de l'intérieur. Alors, il y a dans mon logiciel des logos qui n'apparaîtront pas. Vous voyez le petit logo F rouge n'apparaîtra pas dans votre version, il apparaîtra un fichier tout blanc à la place. C'est parce que moi j'utilise un logiciel de codage. Dans ce logiciel de codage va apparaître la fonction F. Mais moi c'est parce que j'utilise ce qu'on appelle le mode de programmation. Je programme les choses. Donc va apparaître ce logo F parce que je programme des choses. Mais vous, ce logo F n'apparaîtra jamais, le petit logo en couleur F n'apparaîtra jamais parce que la programmation sera terminée. Vous voyez que dans l'explorateur de mon logiciel, Software Marc Harriman PT Cloning, vous voyez qu'on a le fichier temps ici. Nous avons un cache temps qui est très important. Vous pouvez supprimer le cache temps. Nous avons le fichier tools. Le fichier tools montre ici, vous voyez des options très importantes. Le modèle, vous voyez des noise, le modèle est nettoyé. Nous avons le fichier solid qui est les dépôts, si vous voulez les dépôts. Quand un fichier est cloné, il va se déposer. Et nous pouvons indiquer des chemins. Alors, dans cette partie du logiciel, je vous explique comment indiquer un chemin. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est que vous n'avez pas besoin d'ouvrir votre explorateur Windows, puisque ici, je l'ai ouvert pour vous. Et là, ce mode d'ouverture est sécurisé. Surtout, ne touchez pas à votre ordinateur. On ouvre ici votre ordinateur, mais vous ne touchez pas votre ordinateur. Vous vous touchez qu'aux commandes que je vous ai ouvertes. Ici, nous allons ici, d'un clic, marquer copier le chemin. Alors vous allez me dire, mais pourquoi finalement dans un fichier texte, tu n'as pas copié tous les chemins? Alors il y a une raison principale, je ne peux pas le faire dans un fichier texte, je ne peux pas le faire complètement parce que le chemin de votre ordinateur ne sera pas le mien. Moi mon chemin va indiquer, je vous explique un peu, vous allez voir, dans mon chemin va être indiqué le C de mon ordinateur qui est un disque dur. Mais votre ordinateur, le disque dur s'appelle peut-être D. Et s'il s'appelle D, votre disque dur, eh bien, si je propose un chemin que j'ai écrit à l'avance, le chemin va être invalide. C'est-à-dire que la CMD noire va vous dire on ne connaît pas ce chemin. Et oui, ça va être totalement invalide. Parce que le chemin C, l'user, c'est Lucifer Angel. Lucifer Angel, c'est mon nom de code. Donc Lucifer Angel, je suis Marc Harriman, mais mon nom de code c'est Lucifer Angel. Je porte le nom du grand ange, qui est l'adversaire de Dieu, et forcément qui est très intelligent et sait beaucoup de choses. C'est pour ça que je porte le nom de l'intelligence suprême de l'univers. Et d'ailleurs, ça me porte assez bonheur, parce qu'on ne peut pas dire que je manque d'intelligence quand même. Donc, porter ce nom, ça me porte bonheur. Donc, C, user, c'est Lucifer Angel, mais toi, tu t'appelles pas Lucifer. Toi, ton ordinateur va s'appeler C,
user Sophie Marceau, par exemple, si tu es Sophie Marceau. Il va apparaître le nom de votre local session. Donc, si à l'avance on décide de copier tout le chemin, imaginons qu'on copie tout le chemin. Donc on le souligne avec la souris, puis on fait copier le chemin. Si je copie ce chemin et que ici je le sauvegarde en fichier texte, je vous montre. Des choses à ne pas faire, hein. Je vous montre. Un texte de sauvegarde. Si ici je fais coller le chemin, donc va apparaître le chemin en intégralité. Vous voyez, le chemin est copié. Je peux réduire la police de format. Je vous montre comme ça, vous découvrez des choses. Et écoutez bien, parce que c'est l'aspect très important des chemins, sinon le clonage ne peut pas marcher. Donc, vous savez que dans l'interface Windows, c'est un petit peu long. Donc ici, nous pouvons, ici dans le mettre un 8 par exemple, et évidemment, va se réduire la taille du chemin. Alors moi, je trouve que c'est un petit peu, le 8, c'est un peu petit. Je vais mettre un 11. Voilà, c'est un peu mieux. Vous voyez ce chemin, eh bien, il ne sert à rien. Il ne sert à rien parce que sur votre ordinateur, votre nom n'est pas Lucifer Angel. Donc le chemin va être dans la CMD indiqué comme une erreur. Donc on va marquer ne pas sauvegarder et nous allons supprimer donc le fichier texte. Suppression. Voilà. Mais vous, quand votre chemin sera parfaitement inscrit, alors pensez bien le chemin à bien inscrire. Vous voyez, choisissez bien l'extérieur du chemin. Vous partez du chemin, puis vous le soulignez bien et vous faites copier le chemin. Donc, quand vous allez copier le chemin dans votre ordinateur, va apparaître le nom de votre disque dur, l'user de la locale session, c'est-à-dire s'il y a 3 personnes qui utilisent votre ordinateur, va être indiqué la personne qui utilise mon logiciel. En effet, vous pouvez, dans une locale session de votre ordinateur, 3 personnes sont capables d'utiliser votre ordinateur, même une session invitée. Vous pouvez sur votre ordinateur choisir dans Microsoft l'option invitation. Mon logiciel fonctionne-t-il avec l'option invitation? Je pense que oui, il n'y a pas des tests complets qui ont été faits, mais je pense que oui, puisque j'ai supprimé le mode administrateur. Mais malgré tout, ça peut être refusé. Il y a des fichiers de pactage administrateur, donc utilisez votre session normale. Donc vous allez me dire, mais comment je peux le savoir? Vous ouvrez votre ordinateur normalement. Automatiquement par défaut, c'est la session normale. Vous n'avez pas, ça vous n'avez même pas à le savoir, moi je vous l'explique, mais c'est même inutile de le savoir. Donc vous va apparaître votre nom, moi c'est Lucifer Angel, vous ça va être Sophie Marceau, Pierre Richard ou un nom d'ordinateur. Ici vous voyez que mon logiciel je l'ai mis dans le fichier download. Pourquoi je l'ai mis à cet endroit-là? Parce que j'ai constaté que Google Translate fonctionne mieux quand le logiciel est posé dans le download. Alors sur votre ordinateur, vous aviez vidéo, musique, documents ou download. Vous avez ça dans votre ordinateur. Mais le logiciel peut être déposé, votre logiciel, en vidéo, vous le mettez où vous voulez. Donc vous avez compris. Et puis apparaît le nom vous voyez le nom. Donc on ferme. Donc on a copié le chemin. On a copié le chemin de sortie. Et quand vous allez ouvrir le logiciel, vous allez pouvoir copier le chemin de sortie. Alors je vais vous donner un exemple, on va rouvrir l'interface, sinon vous allez peut-être pas comprendre dans ce tutoriel. Je préfère quand même que tout soit clair. On rouvre à nouveau l'interface. Vous allez me dire, on peut ouvrir plusieurs fois l'interface? Oui, avec une petite pause. Dans le programme Python, faites une pause de quelques minutes, parce que quand vous fermez une interface, laissez reposer le Python 4-5 minutes pour qu'il s'arrête bien. Parce que sinon, on va s'ouvrir 2 Python. Et si 2 programmes Python s'ouvrent, c'est possible. On peut ouvrir 4 programmes Python, même 8, mais après, tout va être ralenti. Donc, en prenant une petite pause de 5 minutes, en fermant votre interface et en l'ouvrant, le programme Python se réinitialise et vous voyez qu'il est un peu long à s'ouvrir de nouveau. C'est normal, il est réinitialisé, ce qui sécurise
l'adresse locale par défaut est à nouveau donc acceptée et mon interface va s'ouvrir à nouveau. Donc on est patient. Donc l'interface s'ouvre, chargement de l'interface. Soyez très patient. Donc nous pouvons choisir le chemin d'entrée de votre audio ou le chemin de sortie. Imaginons que dans le chemin de sortie, le dossier de sortie, il y avait votre audio. Et bien dans ce cas-là, vous pouvez coller ce chemin que j'ai créé tout à l'heure devant vous. Vous pouvez copier ce chemin si votre audio se trouve dans ce dossier. Et donc va apparaître, regardez bien, C, User, Lucifer Angel, et tout le chemin complet va apparaître jusqu'au dossier. Imaginons que dans ce dossier, il y avait votre audio, et bien vous pouvez commencer l'activation de la segmentation vocale. Mais là, dans ce fichier, c'est un chemin de sortie. Mais c'est un chemin de sortie parce que je l'ai décidé. Mais vous pouvez choisir que le chemin de sortie, c'est un chemin d'entrée. Ça, vous choisissez ce que vous voulez. L'important est que dans ce chemin de sortie, si vous voulez en faire un chemin d'entrée, vous devez avoir un audio. Parce que ici, on vous demande le chemin d'entrée automatique du découpage audio. Donc, dans ce fichier veille V3, on va refermer l'interface. Le fichier veille, il est là. Sortie V3. Vous voyez, il est là, le fichier. S'il n'y a pas d'audio, s'il n'y a aucun audio, votre interface graphique CMD va dire, mais il n'y a pas d'audio. Vous voulez que je découpe comment un audio, il n'y en a pas. Parce que comme je vous l'ai dit, le chemin, et c'est un chemin de sortie, mais vous pouvez choisir que ce chemin de sortie soit un chemin d'entrée. Ça, vous faites ce que vous voulez. Mais à un moment donné, dans mon logiciel, on vous demande le chemin de sortie. C'est-à-dire, on va découper la voix, mais on la sort où, la voix? Donc, vous pouvez décider de choisir le même chemin en entrée comme en sortie. Mais c'est toujours un peu risqué de choisir le même chemin en entrée et en sortie. On peut le faire, je l'ai déjà fait, mais c'est un peu risqué, il peut y avoir des interférences de bugs. Donc c'est quand même préférable, puisqu'il y a plein de dossiers de sortie. Vous voyez, sortie, je les ai créés, les chemins de sortie. Donc puisqu'ils sont là, allez pas vous embêter, ces chemins de sortie, à en faire des chemins d'entrée. Mais vous pouvez le faire si vous êtes pressé. Dans ce cas-là, choisissez un chemin de sortie V1 et mettez votre audio qui va servir d'entrée. Vous mettez votre audio ici, dans ce cas-là. Voilà. Donc le chemin de sortie peut servir en chemin d'entrée. Mais évitez de tout mettre dans un seul dossier, c'est un peu dommage. Puisque si je vous crée des dossiers chemin d'entrée et de sortie, c'est quand même pour vous soulager et pour éviter des bugs. Sinon, vous pouvez déposer votre audio ici. Dans ce cas-là, si on dépose l'audio ici, vous allez à ce moment-là fermer un peu la fenêtre ici, c'est quand même mieux. Donc elle peut ne pas se fermer. Donc vous voyez, là, il peut y avoir une petite interférence. Bon, vous voyez, hop, ça, on a eu un peu plus de mal. Vous allez ici sélectionner donc tout le chemin complet. Vous faites copier le chemin où il y a marqué déposer audio, vous voyez, donc je l'ai copié, mais vous devez avoir un audio ici. Vous allez me dire, mais comment je dépose mon audio ici? Eh bien, sur votre ordinateur, vous copiez votre audio et vous allez coller votre audio. Apparaîtra le mot coller que s'il est d'abord copié. Si vous ne copiez pas sur votre ordinateur un fichier audio, il ne peut pas apparaître en collé. Mais oui, parce que pour qu'apparaisse le mot coller, l'option coller, vous devez le copier quelque part. Vous allez me dire, mais si j'ai ouvert le logiciel, comment j'ai accès à mon ordinateur? Alors, ici, vous pouvez tout simplement... attendez. Ici, vous pouvez tout simplement réduire un peu la fenêtre. Et vous pouvez ici, vous voyez... alors, là, attention, j'ai resélectionné la totalité du chemin. Vous pouvez ici... choisir document, choisir image, choisir musique, choisir objet 3D, vidéo. Donc vous sélectionnez sur votre ordinateur où se trouve votre audio. Puis quand vous êtes sur votre audio, si par exemple nous allons en musique, vous pouvez ici maquette, sélectionner
copier. Alors c'est toujours un peu long en système d'exploitation. Quand vous sélectionnez avec votre souris en appuyant sur la droite, c'est toujours un petit peu long parce que moi j'ai beaucoup aussi d'informations. Vous faites copier l'audio, vous voyez, vous copiez l'audio, vous faites déposer l'audio ici et vous allez déposer la copie. Voilà, la copie a été déposée. Maintenant, elle est déposée à l'intérieur de votre logiciel. Parce qu'à un moment donné, ce logiciel, je vous l'offrirai, il sera sans doute un jour à vous. Donc, si nous recliquons sur déposer audio, nous voyons que la maquette est apparue. Donc, ici, bon, il faut refermer les fenêtres, hein, mais vous n'êtes pas obligé. Hein. Donc, ici, nous allons ressouligner. Ah, pardon. Nous allons... Oh là là, j'ai fait apparaître l'affichage en grand. Alors, on va mettre affichage taille petit. Voilà, on va s'en sortir. On peut même mettre un affichage en liste. Donc, ici, nous allons, vous voyez, d'un clic, copier donc le chemin. Dans ce chemin, automatiquement, sera copié l'audio que vous avez déposé automatiquement. Ça, vous n'avez pas besoin de le mentionner. L'ordinateur est quand même pas débile. Si vous mentionnez le chemin d'un dossier, il a compris. Et si nous ouvrons l'interface, nous l'ouvrons à nouveau, vous allez me dire ça fait beaucoup d'ouverture et de fermeture. Non, c'est parce que là je fais un tutoriel pour vous l'expliquer. Mais vous, ça fera que 2 clics. Moi j'en fais 6 parce que je vous explique tout en détail. Mais vous, ça va faire au final que 2 clics. Le dépôt de l'audio dans un dossier, la sortie du dossier, il suffit simplement de souligner la sortie où elle se trouve, souligner la sortie où se trouve le dépôt de l'audio, c'est quand même pas compliqué. Et ici, vous avez vu qu'il y a voir la sauvegarde du modèle final. D'un clic, vous aurez accès à votre modèle final. Donc, je vous remonte tout en détail. Et nous voyons ici, vous voyez, que va apparaître à nouveau toutes les données. Voilà, là ma vidéo dure 1h11 quand même. Donc cancel, je ne veux pas arrêter ma vidéo. On continue de la faire tourner. Et donc ici, vous allez me dire, donc ici, dans le chemin où il y a l'audio, vous pouvez faire coller votre chemin audio. Et va apparaître le chemin, cette fois-ci, le chemin où vous avez déposé votre audio. 1 minute ou plus. Vous pouvez décider que le chemin de sortie est le même. Et ici, vous faites coller. Alors, pour supprimer tout, sur la touche du clavier PC, il y a la flèche en haut sur votre gauche, vous cliquez une fois, ça supprime tout. Et vous cliquez coller. Vous pouvez choisir pour le chemin de l'entrée audio et le chemin de sortie de la segmentation, vous pouvez choisir le même chemin. Ça pose aucun problème technique. Vous voyez que c'est assez simple. Vous voyez tout de même que mon logiciel n'est pas si compliqué. Donc vous avez découvert les chemins d'entrée et de sortir, l'explorateur de liens, la vidéo d'explorateur de liens et d'explication, voir la sauvegarde du modèle final. Alors c'est quoi le modèle final? C'est la sauvegarde. Ici, moi j'ai créé un modèle XXX. Je vous le montre. C'est un modèle BERT. Alors vous allez me dire le modèle est vide, oui, parce que c'est un cache. Donc rien ne va apparaître. Et nous avons le modèle TTT. Là, c'est un modèle où apparaît le modèle final d'entraînement. Alors, justement, nous allons nous pencher sur le modèle final d'entraînement. Dans mon logiciel apparaît le nom de votre ordinateur. Ça vous sécurise parce que le modèle d'entraînement que vous allez créer, que ce soit un modèle Sovit ou un modèle GPT, vous appartient. De par la loi informatique, le modèle est à vous, il vous appartient même si vous utilisez mon logiciel. Mon logiciel est un open source, donc sans droit de propriété légale pour personne au monde. Et donc, la seule propriété qui est légale, c'est votre travail à vous. Donc, je n'ai aucun droit de regard dessus. Vous allez dire, mais Marc Harriman, c'est ton logiciel.
tu as un droit de regard sur ce qu'on fait. Et non. Et non, il y a des lois informatiques protégées. Si par exemple tu clones la voix d'un artiste que tu aimes, par exemple Bruce Lee, moi j'ai cloné la voix de Bruce Lee, et aux États-Unis, le clonage de la voix de Bruce Lee est numéro 1 mondial. À la société Weiss États-Unis, j'ai eu 192 points de clonage, ce qui veut dire que ma voix est la plus téléchargée au monde. C'est-à-dire le monde entier, dans tous les pays, ont téléchargé la voix de Bruce Lee. Je suis le numéro 1 mondial de clonage. Ça, vous ne le savez pas. La société américaine Weiss m'a décerné le titre de numéro 1 mondial pour la voix de Bruce Lee. Je l'ai mieux cloné que n'importe qui sur Terre. Et j'ai un 192 points, alors qu'un Chinois a cloné la voix de Bruce Lee, il n'a qu'un 64 points. Ça veut dire que son modèle a été très peu téléchargé. Donc, vous le savez, j'étais la première personne au monde à cloner la voix de Bruce Lee, et mon fichier est numéro 1 mondial quand même. Je précise quand même ça, j'avais oublié de vous le dire. Je suis la seule personne sur Terre à avoir parfaitement cloné la voix de Bruce Lee. J'ai obtenu des États-Unis à 192 points. Je suis numéro 1 mondial quand même. C'est quand même le champion du monde qui vous parle, du clonage. J'ai la prétention d'être le champion du monde du clonage, puisque la voix de Bruce Lee est numéro 1 mondial. Je suis le numéro 1 mondial actuel. Peut-être qu'un jour, il y aura un autre champion du monde, mais en ce moment, c'est moi le champion du monde du clonage. Et d'ailleurs, la société Weiss aux États-Unis, qui possède un site donc américain, vous pouvez aller sur leur site, vous verrez Mark Harriman, vous verrez qu'il y a un compte et vous verrez que je suis à 192 points et que la voix de Bruce Lee est la plus téléchargée au monde. Je suis le champion du monde, toute catégorie du clonage en ce qui concerne Bruce Lee, grâce à un dataset de sa voix très très bien réalisé. Alors, parlons un petit peu quand même, oublions le titre de champion du monde, je ne voulais pas trop vous le dire parce que c'était un peu privé, mais vous le savez maintenant, c'est le champion du monde du clonage qui vous parle. Donc, ici, qu'est-ce qui change par rapport au PTH? Par rapport au PTH, nous voyons qu'il y a un fichier train, un fichier train local text, un fichier name text, un fichier name qui est encodé donc par codage 2, il est encodé chinois et il est encodé européen, parce que je suis obligé les deux encodeurs. L'encodeur de la langue asiatique, puisqu'on peut cloner des voix chinois avec. Donc, vous avez le mode entraînement, et nous avons la configuration du JSON. La configuration du JSON, le JSON est un fichier informatique qui est configuré automatiquement. Quand vous cliquez clonage, va se créer une configuration automatique de votre fichier JSON. Alors, ça sert à quoi? Ça sert à indiquer à l'ordinateur où se trouve votre modèle intégral, votre log, votre modèle total. Le modèle total, c'est tout ça. Vous voyez, je sélectionne tout ça. Ça, c'est votre modèle total qui va jusqu'au BERT3. Voyons un peu en détail. Dans mon logiciel, qu'est-ce qui change? Nous avons beaucoup de changements. Dans le PTH commençait sur un Wave. Maintenant, le nouveau logiciel commence par un Uber CN et un BERT. BERT, ici nous sommes en exemple Wave BERT. Pourquoi exemple? Parce que quand j'ai cloné la voix, c'est-à-dire quand j'ai cloné la voix d'un chinois, j'ai écrit que c'était un exemple. C'est moi qui ai écrit à la main exemple. J'ai écrit le mot exemple. Si j'avais écrit le mot Tilung ou David Chang, il serait écrit Tilung ou David Chang. Il va y avoir un encodage qui va être entièrement encodé PT. Regardez bien, il y a écrit Wave PT. Vous voyez que ça a été encodé PT et pas PTH. Et vous voyez fichier PT, taille 156 co. Et vous voyez que c'est un fichier PT et pas PTH. Parce que ça, c'est très important, c'est un logiciel PT et pas PTH. Et vous voyez que c'est confirmé ici que nous sommes en fichier PT. Parce que vous avez pu voir à un moment donné qu'il y avait écrit PTH. Et non, en sortie, c'est un fichier PT et pas PTH.
alors que dans mon autre logiciel, il n'y avait pas de fichier PT. Le fichier PT en sortie n'existait pas. Le fichier Uber, nous voyons que si nous cliquons ici, donc nous voyons qu'en fichier web de sortie, c'est un fichier PT. Mais vous allez me dire pourquoi il y a un dossier Uber et pourquoi il y a un autre dossier. Ça sert à quoi qu'il y ait deux dossiers PT? Eh bien, il y a le dossier PT de votre voix clonée en texte et le dossier PT de votre voix parlée dans un micro. Donc, on a besoin de faire une séparation PT du clonage parce que, malgré tout, quoi qu'il arrive, la séparation est obligatoire pour éviter les bugs et les interférences. Vous avez compris. Si nous allons sur 5 fichiers web, nous voyons que le fichier web porte le nom d'exemple. Et oui, puisque je vous ai expliqué que j'ai le fichier web, j'avais écrit que c'était un exemple. Donc on voit qu'effectivement, mon fichier web porte le nom de exemple. Si je mets lecture, je vais mettre lecture. Alors, si je mets lecture, vous voyez, la lecture va être de 4 secondes. Là, j'ai coupé le microsystème. Donc, 4 secondes, j'ai choisi de faire un clonage avec 4 secondes seulement d'une voix. Vous allez me dire, on peut le faire. Oui, 4 secondes, c'est tout de même le minimum. N'allez pas cloner une voix avec une seconde, vous n'allez quand même pas pouvoir le faire. 5 secondes, c'est le minimum. On peut faire un clonage avec une voix de 4 secondes. C'est un exemple test. Nous avons le eval, qui est votre nom d'ordinateur. Alors va apparaître votre nom d'ordinateur, pas le mien. C'est normal. C'est normal parce que vous êtes propriétaire de votre clonage. Et ça, c'est sécurisé pour vous dans mon logiciel. J'ai voulu qu'il y ait une propriété individuelle de clonage parce que je voulais que les gens soient propriétaires de leurs fichiers. Ainsi, je n'ai pas le droit d'avoir un regard sur votre travail. Je ne peux pas dire oui, mais vous avez cloné avec mon logiciel, vous n'avez pas le droit de le faire. Je ne peux pas le dire parce que vous allez me dire, Marc Harriman, tu vois, moi j'ai ma propriété ici, alors tu fermes ta gueule. Non, je vous rassure, je ne vais pas vous faire des reproches, bien sûr. Parce que ce logiciel, c'est surtout la liberté. Et je suis pour la liberté. D'ailleurs, mon nom Lucifer Angel, qui est mon nom de code, indique la liberté. Lucifer est l'ange de la liberté. On va aller sur log S1. Le dossier est vide, oui, ce sont des caches. Ce sont des caches. Mais le dossier peut se remplir à partir du moment où on commence le clonage. Mais moi, j'ai pas tout activé, j'ai pas tout commencé. Dans l'exemple, j'ai pas tout commencé. Nous avons ici le log check et ça c'est nouveau. On a accès au log check, ça c'est tout nouveau. Alors c'est quoi le log check? Je vais vous expliquer. Imaginons que vous avez oublié une sauvegarde. Vous avez commencé le clonage et puis vous vous dites ah, mince, j'ai oublié de faire des sauvegardes. Vous avez fait une sauvegarde par exemple à 8 époches, mais votre première sauvegarde, non, mais votre clonage est à 7 époches. Donc je répète, votre clonage est à 7 époches, mais la première sauvegarde intervient à 8. Vous avez fait une erreur. Donc, si vous avez cloné 7 époches, ben vous ne pouvez pas sauvegarder votre travail, puisque vous avez marqué 8. Première sauvegarde, vous avez marqué 8. Mais vous avez choisi de cloner en 7 époches. Donc, l'ordinateur va vous indiquer une erreur. Il ne peut pas sauvegarder votre travail. Parce que votre travail est à l'époche 8 de sauvegarde, mais vous en clonez que 7. Et ça peut arriver. Une erreur comme ça peut arriver. Vous pouvez simplement vous tromper, c'est une chose qui arrive. Le check vient vous sauver. Dans le check ici va apparaître une sauvegarde automatique de sécurité et de secours. Si vous faites vous une erreur, vous récupérez dans le dossier check une sauvegarde quand même qui a été créée, mais au final. Cette sauvegarde a été créée au final. Donc, va apparaître votre fichier PT en 7 époches, alors que vous ne l'avez même pas programmé en 7.
vous n'avez pas programmé votre sauvegarde. C'est le check de secours, qui est super utile quand même. Eval, c'est votre ordinateur, c'est les informations, parce que dans le check, il peut y avoir des informations. Le log, ici, le log, c'est quoi? Eh bien, dans le log, j'ai utilisé la version 0, la version 1. Vous savez qu'en termes informatiques, je vous explique que c'est assez compliqué. Dans mon logiciel, il y a la version V1, V2 et V3. Malheureusement, dans les programmes informatiques, on ne peut pas réellement programmer en V1, V2 et V3. En informatique, le V1 porte l'extension version 0. Le V2 va porter l'extension version V1 et le V3 va porter l'extension version V2. C'est comme ça qu'on programme sur un ordinateur. Ainsi, la version 0, c'est le V1. La version V1, c'est le V2. Et si j'avais travaillé un clonage en V3, apparaîtrait le mot V2 seulement. Et oui, en programme informatique, le 0 existe quand même par défaut. Donc vous allez me dire, dans ton logiciel, il y a marqué V1, V2 et V3, mais dans le chemin du log, c'est-à-dire dans le chemin de sauvegarde, le V3 n'apparaît pas. Il n'apparaît pas, puisque le V0 c'est le 1, le V1 c'est le 2, et le V3 c'est le 2. Mais il y a quand même 3 versions. Et oui, ça c'est le log, c'est fait comme ça. Ça change parce que c'est un log en 3 dimensions de sauvegarde. Nous avons un deuxième log. À quoi sert-il? Eh bien, s'il y a 2 chemins de sauvegarde log, c'est parce que nous avons aussi le fichier pt-texte ou le fichier pt-clonage de voix. Donc, apparaîtra dans les chemins ou l'un ou l'autre. Vous allez me dire comment identifier un fichier pt-texte. Eh bien, c'est très simple. Le fichier pt-texte porte l'extension TTS. Et le fichier de clonage de voix porte l'extension GP. Je vous l'ai dit, GP, on vous a expliqué GP, Giant ou Sauviste. Je vous ai expliqué. Donc vous allez me dire super. Alors, vous allez me dire, mais si je veux supprimer tous les caches et tout le modèle, qu'est-ce que je fais? Eh bien, vous allez ici sélectionner tout et vous allez faire ici supprimer le modèle. Et vous supprimez tout le modèle, ça supprime tous les caches. Et voilà, vous pouvez commencer à travailler sur un nouveau modèle. Voilà, le tutoriel est terminé, tout est expliqué, ça marche en quelques clics, c'est assez simple. C'est parce que moi je vous donne des détails monstrueux et compliqués, mais je vous rassure, c'est pas compliqué, parce que dans le logiciel, il y a juste à mettre des chemins, c'est tout. Tout est automatisé. Je vous l'ai expliqué, heureusement, les modèles de pré-entraînement sont chargés automatiquement, il n'y a pas de chemin à mettre. Vous allez me dire, il n'y a pas le chemin à mettre du modèle pré-entraîné. Ben non, ça serait trop compliqué. Non. Quand vous ouvrez l'interface, heureusement, presque tout est automatisé. La seule chose qui n'est pas automatisée, c'est le chemin de votre audio. Ça, je ne peux pas l'automatiser. Pourquoi je ne peux pas le faire? Eh bien, parce que le nom de votre ordinateur, le chemin de votre ordinateur n'est pas le mien. Déjà, votre nom d'ordinateur, c'est pas le mien. Donc, je ne peux pas inventer un chemin du nom de votre ordinateur que je ne connais pas. Ça va être ridicule. Il va être indiqué un message d'erreur. Donc, la seule chose que vous devez savoir, c'est dans le dépôt de votre audio, indiquer votre chemin qui comportera le nom de votre ordinateur. Donc, je vous montre. Ici, nous soulignons. Et si nous soulignons avec la souris, nous voyons que le chemin de mon ordinateur, c'est C, c'est le disque dur. L'users, c'est moi, Lucifer Angel, donc Marc Harriman. Mon logiciel se trouve dans un dossier download parce que c'est mieux, parce que le Translate Google marche mieux. Mon logiciel s'appelle le GPT clonage, par 1 minute minimum. Mon logiciel est le software Marc Harriman PT Cloning. Nous voyons ici des informations. Et nous voyons que nous avons accès à l'audio. Vous avez remarqué que l'audio automatiquement a été mis en patch. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de marquer le nom maquette. Pas besoin parce que le premier audio qui va être identifié sera le premier qui vient.
Vous allez me dire, est-ce que je peux mettre dans ce dossier plusieurs audios? Ça, vous devez jamais le faire. Vous mettez une seule voix d'une personne que vous allez cloner. Par exemple, la voix de Sophie Marceau. Quand le clonage sera terminé, vous devez supprimer l'audio original. Vous faites supprimer. Que quand vous avez terminé. Parce que si vous voulez faire un nouveau modèle, vous devrez déposer un nouvel audio d'une autre personne. Et oui, c'est logique. Alors vous ne pouvez pas mettre un audio de Gérard Depardieu, un audio de Sophie Marceau, un audio de Yupiko, de Kazusa Kitaguchi, un audio de Mylène Farmer, un audio, je vous donne d'exemples, de Bruce Lee, un audio de Mark Harriman. Vous ne pouvez pas mettre 7 ou 8 ou 10 audios, parce que le logiciel ne peut pas prendre toutes les voix en même temps. Vous pouvez en sélectionner qu'un. C'est normal, on va cloner une voix à la fois. De toute façon, on ne pourrait pas. Je pourrais faire une version hybride V5 où je pourrais proposer la chose, ça ne poserait pas beaucoup de problèmes. Je peux le faire. Ça ne pose pas beaucoup de problèmes, je peux créer des chemins automatisés. Mais là où je vais avoir un bug, c'est que je ne pourrais pas inventer votre chemin d'ordinateur. Donc, je vais quand même avoir un petit bug. Donc, faites comme ça, suivez mon interface graphique, faites pas les cons. N'allez pas commencer à jouer les apprentis sorciers, restez un peu lucide quand même dans votre truc. Et ici, c'est l'explorateur de liens qui vous permet, si vous ne voulez pas explorer les liens par ces dossiers, vous pouvez explorer les liens par ici, qui vont vous donner accès au logiciel complet, au dossier temps. Là, on peut, vous voyez, avoir accès à un autre dossier audio. Vous pouvez, vous voyez, avoir accès à ce dossier audio d'une façon manuelle. Ça, c'est la façon automatisée. Déposer un audio. Ici, par l'explorateur de liens, c'est la façon manuelle. C'est l'explorateur manuel. Donc, ça peut quand même vous permettre, l'explorateur manuel, qui est quand même très utile, de aller sur votre ordinateur et sélectionner un audio. Ou alors de créer ici un nouveau dossier. Vous pouvez créer un nouveau dossier qui porte un autre nom. Mais si vous allez créer un nouveau dossier, eh bien, vous n'aurez pas accès rapidement à ce dossier, vous l'aurez par l'explorateur de liens. Quoique, éventuellement, si on clique ici, on retrouve quand même l'explorateur Windows. Vous voyez, ça pose aucun problème. Mais vous pouvez créer un nom de dossier que vous voulez. Seulement, voilà, le nom de dossier, si vous créez un nom de dossier personnel, ce nom de dossier n'apparaîtra pas ici. Parce que ici, c'est une interface programmée. Donc ça va pas automatiquement apparaître. Ça, on peut pas le faire. Ça, on peut pas inventer des programmes automatisés, ça on peut pas. Donc ça demanderait vraiment des ressources très complexes. Donc vous avez le choix, explorateur de liens ou déposer l'audio. Vous avez les vidéos tutoriels. Hein. On voit que si je clique ici, regardez, parce que ça je ne vous l'ai pas montré, va s'ouvrir, alors je vais réduire un peu la fenêtre, va s'ouvrir donc Sophie Marceau, vous voyez, cette vidéo qui est parue sur YouTube. Je vais supprimer le son. Voilà, ça c'est la vidéo hier qui était sur YouTube. Vous voyez, je peux choisir qu'elle soit un peu plus petite. Donc vous voyez, la vidéo est partie, ce qui permet de voir la première vidéo. Et ici, nous voyons ces vidéos explorateur de liens, c'est celle que vous voyez maintenant. Ça, c'est la seconde vidéo. Voilà, c'était Mark Harriman. Cette fois-ci, vous connaissez mon logiciel. J'espère ce logiciel en hybride V3, vous le proposez d'une façon publique. Soyez patient. Pour le moment, c'est pas possible parce qu'il n'est pas encore complètement testé et parce que je ne sais pas encore comment je peux vous le proposer sans qu'il soit supprimé. Parce que le problème, c'est si je vous propose ce logiciel, je risque d'avoir des problèmes avec Microsoft qui va dire que sa machine est trop utilisée, que c'est dangereux. Vous savez que les logiciels dangereux sont interdits de téléchargement. Microsoft interdit tous les logiciels dangereux. Et il s'en récupère en plus une copie pour lui qui transfère à ses amis pour faire des développements de logiciels payants. Donc ça, c'est un peu emmerdant parce que Microsoft a tendance à tout interdire. Alors, il reste la possibilité, mon logiciel, de vous le proposer par une Gmail. Vous m'envoyez une adresse où je peux vous envoyer mon logiciel. Donc, c'est un logiciel gratuit.
Vous envoyez par exemple une clé USB formatée en NTFS, où je peux vous le formater, et mon logiciel peut être transféré sur une clé. Donc j'ai pensé au départ à offrir mon logiciel comme ça, sur commande, parce que ça évite que Microsoft interdise le téléchargement. Car le problème qu'il y a, c'est que ce logiciel qui est extraordinaire, si Microsoft le voit, il risque de vouloir l'interdire. Parce que Microsoft a formé une plateforme qui est une plateforme payante, et il propose que des logiciels payants. Et tous les logiciels gratuits, il ne veut pas que vous les téléchargez. Ça, c'est le problème avec Microsoft, sa fameuse plateforme Store. Vous connaissez le Store. Le problème de Store, c'est que c'est un peu quand même une arnaque. C'est que Microsoft vous dit de vous connecter sur Store pour sécuriser les logiciels que vous téléchargez, mais sur Store, mon logiciel n'apparaîtra jamais. Microsoft ne me donnera pas une licence pour le faire. Microsoft donne des licences qu'à des logiciels payants. Et de temps en temps, quelques open source de traduction, des petits trucs minables. Mais Microsoft interdit tous les bons logiciels. Il refuse catégoriquement sur la plateforme Store. C'est une plateforme d'escrocs. Parce qu'il n'y a que les logiciels Microsoft autorisés. C'est de l'escroquerie. Parce que des logiciels comme le mien ne pourront pas apparaître. Parce que je ne fais pas partie de Store. Store, c'est des logiciels payants. Donc, si mon logiciel apparaît sur Store, Microsoft peut décider de vous faire payer une licence, alors qu'il est gratuit. Il peut prendre l'idée que mon logiciel, il aime bien, comme il donne une autorisation, il va vous faire payer 10 euros. Vous allez me dire, mais c'est dégueulasse, ton logiciel, il est gratuit. Oui, il est gratuit, mais Microsoft peut décider de vous le faire payer. Donc, si mon logiciel plaît à Microsoft, il va le mettre sur sa plateforme Store et il va vous dire, attention, c'est payant et tu dois me payer 10 euros. C'est mon autorisation pour vous le télécharger. Et moi, sur les 10 euros, je ne vais rien gagner, même pas 1 euro. Il encaisse tout dans sa poche. Ça, c'est le problème quand même, c'est une plateforme d'escroquerie. Store, j'aime pas du tout, parce que Microsoft fait quand même pas mal d'arnaques. Par exemple, je vous cite une arnaque Microsoft. Le logiciel Audacity est un logiciel open source, qui est un logiciel 100% gratuit que vous avez sur la plateforme officielle Audacity. Si vous allez sur Store, Audacity porte un nouveau nom, parce que Microsoft il l'a appelé d'un nouveau nom. Et le logiciel vaut pratiquement 10 euros. Alors que c'est un open source et qu'il n'a pas le droit de le faire payer, c'est interdit par la loi. C'est donc une escroquerie, on peut même attaquer en justice. Je peux déposer une plainte à la gendarmerie en disant que Microsoft sur Store fait payer Audacity. Je peux déposer une plainte. Mais il est possible que le fabricant Audacity touche un pourcentage secret. Donc on me dira, oui mais il y a... Vous voyez, Audacity touche de l'argent. C'est pour ça que mon logiciel ne sera jamais sur Store, parce que je me ferai arnaquer. Donc j'hésite mon logiciel à le mettre sur le Google Drive, qui me permettrait de le mettre gratuitement, parce que Microsoft va voir le logiciel, il va dire, waouh, regarde le logiciel, allez, on bloque tous les liens. Et personne n'a le droit d'avoir le logiciel. Donc je vais vous offrir un lien sur YouTube, et on va vous dire, le lien est interdit par Google Drive. En fait, ce n'est pas Google qui va l'interdire, c'est Microsoft. Et Microsoft est capable de faire une copie de mon logiciel, de le mettre sur le store et de vous faire payer 10 euros. Et moi, je vais rien gagner du tout. Et il vous fera croire que je gagne quelque chose. C'est l'arnaque de Store, c'est quand même une plateforme d'arnaque. Moi, je vous conseille de ne pas aller sur Store, c'est que des arnaques. Sur Store, tous les logiciels open source sont payants. On découvre des aberrations totales. Des logiciels 100% gratuits que l'on paye sur Store. Alors il vous dit oui, mais vous payez la sécurité. Vous avez un service après-vente. Vous payez la sécurité, mais c'est dégueulasse, parce qu'un open source c'est gratuit, il n'y a rien à payer. Donc c'est pour ça que j'hésite à le mettre sur le Google Drive, et que peut-être il ne sera jamais téléchargeable autrement que vous donnant mon adresse donc email, et que par courrier vous me demandez le logiciel. On va sans doute établir à un moment donné uniquement un envoi par courrier de mon logiciel, et sans doute qu'il me sera difficile de mettre sur une plateforme, parce que je vais être interdit partout. On va me dire, ils vont me dire, regarde le logiciel de Marc Harriman, on l'interdit.
Il peut parler avec toutes les voix du monde entier, ça on l'interdit. On va le mettre sur la plateforme Store, on change tous les noms et on fait tout payer. C'est le problème de Microsoft, il fait le coup avec plein de logiciels, il a monté plein d'arnaques et on doit dénoncer ça sur YouTube. La plateforme Store est une plateforme d'arnaque montée par Microsoft et je le dénonce parce qu'Audacity c'est un logiciel gratuit de montage audio et sur la plateforme Store il le fait payer. Et c'est interdit par la loi. Un open source, vous ne pouvez pas le faire payer, c'est interdit. C'est-à-dire que mon logiciel, je vous l'offre, vous n'avez pas le droit de le faire payer. C'est interdit par la loi. Donc j'hésite, c'est pour ça que je ne l'ai pas encore offert, c'est surtout pour ça. Parce que je me dis, je vais le mettre sur Google Drive. Qu'est-ce qui va se passer? Le logiciel va être téléchargeable un mois. Et dans un mois, quand les gens vont cliquer sur YouTube, eh bien Drive va inscrire cet accès a été interdit par Microsoft. Microsoft va interdire l'accès. Soit parce qu'il présente un danger pour votre ordinateur, ce qui est faux. Et puis dans un an ou deux, vous allez voir Microsoft qui va proposer mon logiciel sur sa plateforme et qui aura tout écrit, il aura écrit autrement, il aura écrit que c'est un logiciel Microsoft, il sera donné une licence puisqu'il est le créateur Microsoft de toutes les licences, il va s'octroyer une licence puisqu'il n'a aucun mal à le faire, et puis il va vous demander 10 € sur un logiciel que j'ai fait, et donc 80% du logiciel est chinois, en open source, gratuit. Vous voyez quand même le problème de Store. C'est pour ça, n'allez pas sur Store et téléchargez rien sur Store. C'est la grosse plateforme de l'arnaque mondiale. C'est bidon complètement Store. Alors il vous dit oui mais il n'y a pas de virus sur Store. Bah, le virus c'est qu'on vous fait tout payer. Voilà, c'est ce que je dis à Microsoft. Arrêtez de faire payer les gens, de prendre le monde pour des cons. L'open source restera toujours gratuit. C'est ça la loi informatique. C'était Mark Harriman. Si un jour ce logiciel est téléchargeable, sans doute qu'il y aura des conditions de téléchargement, et la première que je vois, c'est de vous offrir mon email, et que par voie de courrier informatique, vous dites Mark Harriman, moi je veux une copie du logiciel pour moi, à des fins privées, envoie-moi une copie, comment on fait? Alors je vous adresserai un courrier, vous disant que vous devez quand même envoyer une clé USB et un timbre pour la réponse, un timbre en valeur suivie pour pas que votre clé USB se perde par courrier. Alors il y a des timbres, vous savez, par la poste qui sont suivis. Donc le timbre va vous coûter quoi? 1,50 €. Vous payez un timbre de la poste, c'est pas compliqué. Vous envoyez votre clé USB dans une lettre. Le timbre suivi, je vais le coller sur une enveloppe et il va être envoyé en suivi et vous aurez en plus votre numéro de suivi qui sera même marqué. Vous pourrez demander un numéro de suivi même si vous voulez pour être sûr que je vous envoie réellement le suivi. Vous voyez, on peut faire même ça, c'est très très simple. De toute façon, avec un timbre de suivi, la clé va arriver, c'est automatique. Alors vous pouvez me demander aussi que le logiciel soit mis sur un CD-ROM. Dans ce cas-là, vous devez m'envoyer le CD-ROM. Vous le protégez avec des coussinets plastifiés. Vous m'envoyez un CD-ROM qui est une double couche, quand même au moins un 8 Go, parce que le logiciel fait minimum 7 Go compressé. Donc vous m'envoyez un CD-ROM, je vous compresserai le logiciel en dossier rare, vous aurez juste à cliquer décompresser. Et tout le logiciel apparaîtra comme ça, vous n'aurez plus qu'à ouvrir le logiciel en autorune, c'est un seul clic, et toute l'interface apparaît. Pour le moment, on s'oriente vers ce système-là, d'une demande de mon logiciel uniquement par courrier. Pour le moment, donc, je ne le propose pas pour le moment, mais si je le propose, on travaillera ensemble par courrier. Donc vous pourrez avoir ce logiciel par courrier, par une demande par courrier. Ce qui peut-être évitera aussi que n'importe qui télécharge le logiciel pour finalement après se foutre la gueule du monde. Parce qu'il y a des gens qui téléchargent et puis ils disent ouais c'est de la merde. C'est de la merde, je peux faire la même chose que lui. Vous savez, il y a tellement de prétentieux sur Terre. Mais je peux vous dire que ce logiciel est 80% chinois et que ce logiciel tout seul, je n'aurais pas pu le faire. On doit rendre gloire à la Chine. Parce que j'aime beaucoup les Chinois. Et je peux vous dire que ce logiciel tout seul, je ne pouvais pas le faire. Il y a 80% quand même qui sont faits par la Chine. Hein. Ne croyez pas que je fais tout seul. Mais évidemment, là, c'est la version finalisée totale, qui comporte le V3 et l'hybrid système. Allez, je vous quitte, c'était Mark Harriman, et regardez,
Je vous quitte, j'appuie sur le F10, ça va stopper ma vidéo. Bisous, à bientôt sur YouTube.